merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je vais vous parler pendant quelques temps, on va dire une petite heure, de la gestion des déchets verts. Voilà, ça- on va se lancer sur le sujet et puis, comme a dit Aurélie, on va récupérer les autres en cours de route si besoin. Alors, je vais commencer par présenter donc Fredon Grand Est, présenter qui on est. Et ensuite, la présentation se déroulera de la façon suivante. On va faire une petite introduction avec la définition de différents termes pour que tout le monde soit d'accord qu'on parle de la même chose, avec des exemples, bien entendu, des déchets concernés. Et ensuite, on abordera des thématiques, donc comment réduire la quantité et le volume de déchets donc, par les différentes solutions de gestion. Et enfin, on verra si c'est vraiment un déchet, est-ce qu'on peut le valoriser. Et il y aura également un point dans cette partie sur le volet réglementaire. Alors, Fredon Grand Est, nous, on est un, un organisme spécialisé dans la santé du végétal, tout en respectant la santé publique et la santé de l'environnement. Donc, on est vraiment à l'interface de ces trois santés-là. On est vraiment dans le concept actuel de une seule santé. Et on travaille sur des thématiques assez variées, et notamment donc la surveillance de la présence et de l'émergence d'espèces qui vont impacter donc la santé des végétaux, la santé humaine et l'environnement. Donc voilà, tout ce qui a un impact sur le végétal, l'environnement et la santé humaine, on est amené à y travailler de près ou de loin. On accompagne vers une gestion plus durable des espaces agricoles publics et privés. On conseille et on forme les différents professionnels. On informe et on sensibilise les différents publics. Et enfin, on travaille à la coordination de différents plans d'action territoriaux avec des partenaires assez divers et variés. Et enfin, étant donné qu'on fait partie d'un réseau national, donc Fredon, il y a une Fredon dans chaque région de France, on bénéficie également de l'expertise et du soutien de ce réseau, puisque si nous, on n'est pas encore confronté à une problématique, peut-être que les collègues d'autres régions le sont. Et donc, ça nous permet d'échanger et d'améliorer nos connaissances globales par la force de ce réseau. Donc, si on fait un zoom sur le pôle environnement, donc sur lequel je travaille plus spécifiquement, donc on fait de l'étude, de l'animation, du conseil, sensibilisation, communication et même formation sur l'ensemble des thématiques présentées sur la rosace à gauche. Donc, dans quel cadre on fait cela? Donc, on fait cela notamment en animation, car on a une cellule d'animation pour la protection de l'eau qui est financée donc par nos partenaires Région Grand Est et Agence de l'eau Rhin-Meuse, qui nous demandent en fait d'intervenir auprès des collectivités, de sensibiliser autour de ces thématiques-là. Donc, on était historiquement connu sur le volet gestion et entretien durable des espaces verts avec le développement du zéro phyto. Et ces dernières années, on s'est rendu compte que les thématiques et les problématiques des collectivités étaient beaucoup plus larges. Donc, on a développé tout un panel de thématiques pour accompagner les collectivités et les professionnels dans ces problèmes-là, en fait. Donc maintenant, on est vraiment sur l'adaptation au changement climatique de façon beaucoup plus globale, avec des thèmes qui se regroupent, hein, puisque tout est transversal. Donc on est vraiment à l'interface de tout ça. L'adaptation au changement climatique, la gestion des espaces verts, des déchets verts, de l'eau, le patrimoine arboré, voilà, on est vraiment là-dedans. Concernant Fredon Grand Est, donc on a trois antennes au niveau de la région. Donc notre siège social est à Reims. Ensuite, on a une antenne à Malzéville à côté de Nancy. Et enfin, une antenne à Célestat en Alsace. Donc ce qui nous permet vraiment de rayonner sur l'ensemble de la région Grand Est. Alors, on va maintenant parler donc en introduction de la définition donc des notions qu'on va aborder durant cette petite heure et quelques exemples de déchets rencontrés. Donc, pour les définitions, on va commencer par les déchets verts. Donc, qu'est-ce que c'est un déchet vert? On va déjà parler de matières organiques, c'est-à-dire de matières qui vont se décomposer. Ça sera voilà quelque chose de vivant à la base qui va se décomposer. On ne parlera pas donc des matières minérales telles que les roches. On va parler également de déchets municipaux.
C'est-à-dire que ça peut être bah, les agents municipaux dans leurs tâches au quotidien qui vont être producteurs de ces déchets verts. On va également parler de déchets de jardin, puisqu'il n'y a pas que les agents municipaux qui vont générer des déchets, mais également les particuliers. Donc les déchets de jardin, ça va être tout ce que les particuliers vont être en capacité de générer, donc des tontes, des déchets de taille, des déchets de fleurs, etc. Donc voilà, en photo, ce que ça peut donner, hein, donc des tas d'herbes, des tas de branches. Et les déchets verts, ça peut également être tout ce qui va être biodéchets, notamment biodéchets alimentaires, donc les restes de repas, les restes d'épluchures, etc. Mais nous, de façon plus globale, donc déchets verts, on va plutôt parler de matières organiques, donc générées dans les déchets de jardin ou déchets municipaux. Mais les biodéchets, ça va être plutôt quelque chose à part, mais de façon purement, on va dire, définition Larousse, les biodéchets font bien partie des déchets verts. Alors, quel type de déchets verts peut-on trouver? On va retrouver dans un premier cas donc les branchages, donc les résidus d'élagage et de taille des arbres et des arbustes, et enfin les tontes. Ça va être vraiment le gros du volume de ce qu'on va retrouver et dont on va parler aujourd'hui. Et on va également parler des feuilles mortes, pardon. Alors, pourquoi les déchets verts sont-ils problématiques? Alors, plusieurs choses. Ils vont être problématiques parce que ça va être volumineux. C'est-à-dire que ce sont des déchets qui prennent beaucoup de place. Les tontes, pour une année où il va y avoir régulièrement de l'eau, du soleil, de l'eau, du soleil, on va commencer à tondre, pourquoi pas au mois de mars, avril, et bah, on peut terminer fin novembre, voire début décembre. Donc c'est vrai que sur l'année, ça représente une quantité assez importante de déchets et un volume assez important, pardon. Les branchages également, bah, c'est sûr que quand on coupe des branches, ça prend un volume tout de suite important, donc ça va être la première des problématiques liées à ces déchets. Ensuite, une autre problématique, c'est la saisonnalité. Ce sont des déchets qui vont être saisonniers, c'est-à-dire qu'on va pas avoir la même quantité de déchets verts toute l'année. En hiver, normalement, on aura moins de tontes. En revanche, on va avoir donc toute la saison de taille des arbres et arbustes, et ça peut représenter quand même un volume assez important. Enfin, un volume assez important, mais concentré sur une saison. Donc, ce qui fait qu'il va falloir traiter différemment les déchets en fonction de la saison pour pouvoir optimiser la gestion. Et enfin, certains déchets verts vont nécessiter une valorisation, c'est-à-dire que on va pas forcément pouvoir toujours les réutiliser ou alors réutiliser la totalité de nos déchets verts sans traitement, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une opération pour les valoriser et en tirer le meilleur parti. Alors, la problématique de la saisonnalité, ça va être que les apports vont dépendre donc des pratiques de gestion et d'entretien. C'est-à-dire qu'on ne va pas gérer tous nos espaces verts de la même façon. Et donc, on n'aura pas des déchets qui vont être similaires à chaque période de l'année. Donc, les tontes, elles vont être voilà, de mars à septembre, on va dire, ou d'avril à septembre pour la majorité du temps. Et c'est une période qui peut être allongée ou raccourcie en fonction des conditions climatiques. Mais voilà, en général, c'est concentré sur cette période-là. Les branchages, eux, vont être concentrés plutôt en automne-hiver pour l'élagage des arbres. Et après, pour tout ce qui va être arbuste, ça peut être réparti tout au long de l'année en fonction des périodes de taille optimale bah, propres à chaque espèce d'arbuste. On dit toujours que les arbustes à fleurs doivent être taillés après la floraison. Donc on a des arbustes qui vont fleurir au printemps, qui vont fleurir en été, d'autres en automne. Donc ça répartit un petit peu la période de taille des arbustes tout au long de l'année. Mais pour le gros des branchages liés à l'élagage des arbres, c'est vrai que c'est concentré en automne-hiver. Pour le volume, donc les tas de branches non broyées prennent vraiment énormément de volume, hein. Quand on regarde la photo dans le verger en bas à gauche, voilà, on a des arbres qui ont été élagués et c'est vrai que toute l'allée centrale est remplie
de déchets de branchage en fait. Donc c'est vrai que si on les laisse comme ça prend vraiment beaucoup de place. Donc ces déchets-là doivent être travaillés pour réduire notamment le volume. Et bah, le travail, c'est notamment l'utilisation d'un broyeur pour réduire le volume en un tas de broyats qui va alors pouvoir être utilisé de différentes manières. Donc la valorisation, elle est là. Donc les débouchés, ça va être du broyat classique, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir du broyat, donc du bois de branches déchiquetées, et vous allez pouvoir réutiliser ce broyat, notamment pour en faire du paillage au pied des arbustes, au pied des haies. Voilà, sur des végétaux qui vont avoir tendance à rester en place quelque temps, puisque le broyat se décompose en 2, 3 ans, selon la quantité qu'on va mettre au pied des plantes. Et un autre débouché du broyat, ça va également être la possibilité d'aller le valoriser en compost. C'est-à-dire que notre réserve de broyat va alors nous servir de réserve de matière brune qui va servir à équilibrer le compost, puisque le compost, c'est un équilibre entre deux types de déchets. Donc les déchets verts qui vont être riches en azote et les déchets bruns qui vont être riches en carbone. Donc le broyat, ça va nous faire notre réserve de matière brune riche en carbone qui va nous permettre d'avoir un compost équilibré et qui va se décomposer dans les meilleures conditions possibles. Donc les déchets verts doivent être traités pour être compostés. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a un processus de transformation. Lorsqu'on veut composter, effectivement, on va pas utiliser la tonte, les feuilles et les branches comme ça. Il va y avoir un processus de compostage, donc de transformation, de valorisation, afin de pouvoir utiliser le compost et en tirer le meilleur parti pour nos végétaux et notre sol. Donc pour résumer, un déchet vert, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un déchet d'origine végétale issu des activités de jardinage et de création ou d'entretien d'espaces verts. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer un espace vert, il peut également y avoir des déchets qui vont être créés à ce moment-là. Donc de l'herbe qu'on va retirer, des racines, des végétaux déjà en place qu'on va arracher, et l'entretien avec toutes les opérations d'élagage et de tonte. Et nous avons donc bien deux publics qui vont générer des déchets verts, les particuliers, mais également tout ce qui va être professionnel du paysage, donc que ce soit entreprise, mais également donc services techniques communaux, municipaux. Donc il y a bien deux types de déchets verts. Les déchets ligneux, fibreux, donc riches en lignine et en bois, qui vont se dégrader lentement, ainsi que des déchets non ligneux, riches en azote et en eau, qui, eux, vont se dégrader rapidement. Donc, des exemples de déchets verts. Donc, les déchets ligneux, on va avoir donc tout ce qui va être taille d'arbres, d'arbustes, branches, le bois mort, et les feuilles mortes également de certains arbres. On a des arbres qui vont avoir des feuilles assez épaisses, notamment le marronnier, le platane. Donc là, on va aller dans une catégorie de feuilles riches en lignine, donc des déchets ligneux. Et enfin, pour les déchets non ligneux, donc riches en eau et en azote, on va avoir les déchets de tonte, donc de pelouse, de gazon, les mauvaises herbes, donc aussi appelées adventices ou herbes indésirables, et enfin les feuilles mortes moins épaisses, donc d'autres espèces autres que le marronnier, le platane, donc tout ce qui va être charme, hêtre, etc. Donc ces feuilles-là vont être moins riches en lignine, plus riches en eau, plus riches en azote, et vont avoir tendance à se décomposer plus rapidement. Donc voilà, maintenant qu'on a fait cette petite partie sur les définitions, est-ce qu'il y a des questions, Aurélie, ou est-ce que je peux enchaîner? Pour le moment, pas de questions. Eh bien, Tu peux parfait. continuer. Alors, comment réduire donc la quantité et le volume de déchets? Donc, on va voir les solutions de gestion. Donc, la première des solutions pour réduire la quantité de déchets, c'est de revoir son mode de gestion des espaces et de mettre en place donc le concept de gestion différenciée. Alors, la gestion différenciée, on en entend beaucoup parler pour les espaces enherbés notamment, hein. Donc,
avec des fauches tardives, avec des tontes un petit peu différentes. Donc ce principe de gestion différenciée, il peut vraiment s'appliquer à l'ensemble des espaces verts pour vraiment réduire la quantité de déchets produits sur l'ensemble des espaces verts de la commune. Donc ça va nécessiter de raisonner la gestion des espaces verts selon les enjeux. Donc on a différents enjeux hein, dans un espace vert, donc des enjeux sociaux, c'est-à-dire les attentes des gens par rapport à cet espace vert. Est-ce qu'il y a une attente très forte? Est-ce que c'est un espace vert important d'un point de vue culturel? Est-ce que les gens ils font beaucoup d'activités ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va être un lieu de promenade où les gens vont avoir envie de se ressourcer, d'être plus proches de la nature. Donc là, les enjeux d'entretien vont être totalement différents sur un espace à fort enjeux sociaux ou sur un espace à faible enjeux sociaux. Donc dans les enjeux, on a également les enjeux environnementaux, donc le potentiel de biodiversité. Est-ce qu'il y a quelque chose de très important? Est-ce qu'il y a une espèce patrimoniale sur cet espace vert? Est-ce que c'est un espace vert naturel ou est-ce qu'il y a quand même un entretien un peu plus poussé? Donc tout ça, ça va nous permettre de savoir sur quel curseur on va placer l'entretien pour aller dans ces principes de gestion différenciée. Moi, le principe de la gestion différenciée, je le résume en une phrase, c'est entretenir le moins possible, mais autant que nécessaire. Et en fonction de là où on va placer le curseur, le moins possible va être une intervention par semaine, une intervention par mois, une intervention tous les 2 mois, tous les 3 mois ou une intervention par an. Et c'est là où, une fois qu'on a placé nos curseurs, eh ben, on sait que on va intervenir plus ou moins souvent. Et ben, en fonction de ce plus ou moins souvent, ça va nous générer plus ou moins de déchets. Un espace vert qu'on viendra tondre toutes les semaines et sur lequel on va ramasser les déchets de tonte va nous générer plus de déchets qu'un espace qu'on viendra faucher une seule fois par an. Et pour autant, voilà, on aura défini nos principes, enfin nos curseurs d'entretien en fonction du principe de gestion différenciée. Et voilà, on sera d'accord avec ce qu'on aura choisi. Et voilà, ça nous permet de définir en fait des niveaux d'entretien et de s'y tenir et d'avoir donc des volumes de déchets qui vont pouvoir être réduits en fonction de ce qu'on aura défini comme nombre d'interventions. Donc, les solutions de gestion par rapport à la gestion différenciée, ça peut être de mettre en place de la tonte différenciée ou de la fauche sur des espaces enherbés. On a coutume de dire que normalement, on ne devrait pas tondre de la même façon chaque espace enherbé dans une commune, c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui vont avoir les enjeux différents et il y a des espaces où on va pouvoir venir tondre seulement le bord. Donc, comme sur les photos qui sont présentées, on vient tondre les bordures. Ça vient prouver que l'espace n'est pas abandonné, qu'il y a un entretien. Et derrière, on va laisser l'herbe grandir un peu plus sur les espaces centraux, voilà, ce qui permet de réduire le volume de tonte et de laisser des zones où les herbes vont s'exprimer, où les fleurs vont avoir la possibilité de pousser, ce qui va permettre d'être bénéfique pour la biodiversité et d'être esthétique aussi, puisque c'est quand même sympa d'avoir des fleurs et de se promener parmi les fleurs dans un grand parc. Donc l'avantage de cette tonte différenciée, de cette fauche, c'est un gain de temps au niveau de l'entretien, puisque voilà, vous n'allez pas tondre l'ensemble de vos espaces verts, mais vous allez tondre uniquement les bordures. Donc ça permet de gagner du temps. Donc ça favorise la biodiversité. Et ça permet également d'avoir une diversification des paysages, puisque tout n'est pas uniforme. On n'a pas un green de golf partout dans nos parcs et dans nos espaces verts. On a un petit peu de fleurs, on a voilà, on n'a pas uniquement de la graminée, on a d'autres espèces qui vont s'exprimer. Et un inconvénient, si c'en est un, c'est une pratique sur laquelle il est important de communiquer, notamment auprès de la population, des habitants, pour qu'ils comprennent bien que non, la tondeuse n'est pas tombée en panne d'essence après qu'on ait fait les bordures, et que c'est bien un choix totalement délibéré de ne pas aller tondre l'ensemble de l'espace vert. Donc ça peut être une communication par des panneaux in situ, ça peut être une communication dans les journaux municipaux, ça peut être une communication également avec des applications telles que ILiWAP. Voilà, ça permet
de lancer l'information et de sensibiliser les gens et d'expliquer que c'est bien volontaire et ça permet de mettre en avant les raisons pour lesquelles on a fait ce choix de gestion. Donc, on peut également partir sur des solutions de gestion par de l'éco-pâturage, c'est-à-dire du pâturage par des herbivores. Oui, les carnivores ne mangent pas d'herbe. Technique d'entretien par des herbivores, donc ça va des moutons, des chèvres, les chevaux, les vaches, les ânes. On peut utiliser tout un tas d'espèces pour l'éco-pâturage. Et ça permet de réduire des surfaces qui étaient auparavant tondues ou fauchées. Et ça permet d'entretenir les espaces un peu plus naturellement, hein. C'est-à-dire que voilà, ce sont les animaux qui se chargent de l'entretien et l'homme n'a plus besoin d'intervenir avec des machines pour aller couper l'herbe. Donc ça permet de maintenir des milieux ouverts pour éviter notamment le boisement. Donc c'est intéressant dans des prairies, donc qu'elles soient sèches, calcaires ou humides. On peut trouver donc des animaux qui vont s'y plaire. Et ça permet voilà, d'apporter aussi quelque chose de sympathique hein, pour les habitants. En général, il y a des très bons retours sociaux, c'est-à-dire que les gens aiment bien aller se promener pour aller voir les animaux qui font de l'éco-pâturage. Ça devient un circuit de balade qui peut être valorisé dans les communes. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée donc par les collectivités, qui a donc l'avantage d'être écologique, économique, alors oui et non, hein, selon la formule qu'on, qu'on utilise, c'est-à-dire que voilà, la commune peut être propriétaire du troupeau ou alors passer un contrat en prestation avec un éleveur ou alors avec une société qui est spécialisée dans l'éco-pâturage. Il y a différentes formules qui existent. Et voilà, ça peut être économique ou un peu moins, mais en général, sur le long terme, on s'y retrouve quand même. Nuisances sonores évitées donc avec le matériel. À prendre en compte quand même, un âne qui braie, ça fait du bruit, un mouton, ça fait du bruit également. Donc voilà, en fonction des espaces, quand on n'est pas très loin d'un lotissement, c'est peut-être pas le mieux de mettre certaines espèces, mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients de part et d'autre. Et l'avantage social, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, si on choisit de rester sur des méthodes d'entretien plus conventionnelles, donc par exemple la tonte, il est tout à fait possible aussi de se dire que sur certains espaces enherbés, on ne ramasse plus les tontes et donc on les laisse sur site. Donc on met pas le panier de la tondeuse. Ça a l'inconvénient de mettre les résidus donc de tonte visibles, c'est-à-dire que en fonction de la hauteur de tonte, si vous passez dans une herbe qui est à 30 centimètres, vous allez avoir beaucoup de résidus qui vont être visibles, donc beaucoup de déchets d'herbe. Donc là aussi, il peut être important d'accompagner cette pratique de communication pour expliquer que on a choisi de laisser l'herbe sur site parce que ça ne représente pas de nuisances trop importantes et que c'est important d'avoir un retour à la terre de ces déchets verts. Donc ça, c'est la première des choses qu'on peut faire, donc le non-ramassage des tontes. Ensuite, pour générer moins de déchets verts, on peut également se dire que on va augmenter les hauteurs de tonte. Alors, plusieurs avantages à ça. C'est-à-dire que on considère que le volume qu'on a d'herbe en partie aérienne, on a la même chose en souterrain. C'est-à-dire que si vous tondez votre gazon à 3 centimètres, vous aurez 3 centimètres de racines sous terre. Donc votre gazon aura un volume de prospection de racines de 3 centimètres pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher des minéraux et pour du coup être résistant aux maladies et tout ça. Si vous tondez à 6 ou 8 centimètres, voire à 10 centimètres, vous aurez un volume de racines plus important. Donc, qui dit plus de racines pour votre gazon dit que il y aura plus de volume de prospection pour aller chercher de l'eau et des nutriments. Donc, votre gazon va être vert plus longtemps en période de sécheresse et va également être résistant aux maladies plus longtemps puisque il y aura des minéraux plus longtemps qui vont lui permettre de manger, entre guillemets, et d'être en forme et donc de se battre contre les problématiques de ravageurs. Donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose
qu'il est facile de faire, hein. Donc remonter la hauteur de coupe, voilà, on prend la tondeuse, on change le numéro sur la hauteur et ça nous permet de générer moins de déchets et d'avoir un gazon qui globalement va être en meilleure santé. Alors il lui faut un petit peu de temps, hein. C'est pas en 15 jours de temps où vous allez voir votre gazon qui va être vert tout de suite. Il va falloir qu'il prenne un peu du poil de la bête et tout ça. Mais en général, c'est quand même assez intéressant. Et le gazon reste vert quand même plus longtemps, en période estivale notamment, puisque il a un peu plus d'eau un petit peu plus longtemps. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être important de communiquer, de mettre en avant, donc par un petit panneau, d'expliquer que avant on avait tendance à tondre un peu trop comme un green de golf, que ça demandait beaucoup d'efforts de la part des services techniques qui vont tondre régulièrement, que c'est pas forcément bénéfique pour la biodiversité et que aujourd'hui on choisit de revoir un petit peu nos pratiques et de laisser l'herbe un petit peu plus haute, mais que pour autant l'espace vert n'est pas délaissé et que c'est juste un changement d'entretien. Donc on a vu tout à l'heure le non-ramassage de l'herbe. Donc voilà, une tondeuse classique où on ne met pas le panier et on ramasse pas. On a vu qu'on peut remonter la hauteur de coupe. Et on va voir maintenant la technique du mulching. Donc là, c'est vraiment une technique de tonte bien particulière. C'est du broyage, mais très très fin de l'herbe et on va laisser l'herbe donc broyer très finement sur place. Alors pourquoi c'est un petit peu différent du fait de ne pas ramasser les tontes? Parce que la technique du mulching, en fait, c'est que on a une dépression d'air qui est faite dans le carter, donc à l'intérieur de là où il y a la lame, pardon, et qui fait que l'herbe va être renvoyée plusieurs fois sur la lame et va être vraiment broyée très très finement. Et ce qui fait qu'on ne va très peu, enfin, on va vraiment percevoir quasiment aucun déchet après le passage de la tondeuse. Donc on a vraiment peu d'impact visuel et si on a une méthode à favoriser, effectivement, c'est peut-être le mulching par rapport au non-ramassage directement. Mais le mulching, voilà, ça peut être le fait de racheter une tondeuse qui fait du mulching si l'occasion se présente, plutôt que de se dire on fait du non-ramassage parce que l'impact visuel sera moindre lorsqu'on utilise du mulching. Voilà pour ça. On peut également partir sur un choix de végétal alternatif qui va nous permettre de réduire la quantité de déchets. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On peut utiliser donc des gazons, ou enfin des mélanges de gazons ou des mélanges de graminées et d'autres plantes qui vont être dits à pousse lente, c'est-à-dire qui ne vont pas nécessiter autant de tonte qu'un gazon classique. Aujourd'hui, on a des mélanges sur lesquels on peut aller tondre 4, 5 fois par an, dans des conditions, on va dire, normales. C'est-à-dire que là où vous allez avoir un gazon classique, vous allez venir le tondre tous les 15 jours, on a des gazons alternatifs qui vont avoir 4 à 5 tontes par an. Donc ça permet quand même de réduire le nombre de tontes et donc la quantité de déchets produits. Donc ces gazons à pousse lente, ils peuvent être utilisables partout. On a tendance à les mettre dans les cimetières, puisque ce sont des espaces sur lesquels il faut intervenir assez souvent. Et donc quand on peut réduire le nombre d'interventions dans ces espaces-là, on ne s'en prive pas. Et donc c'est souvent des mélanges qui sont valorisés et installés dans les cimetières. On peut également partir sur ce qu'on appelle des gazons alternatifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément utiliser de la graminée, mais on va pouvoir aller utiliser des thym, des achillées, des turquettes, des verveines, des mousses également, hein. Les mousses vont avoir l'avantage d'être vertes un peu plus longtemps dans l'année, donc sauf en période estivale où elles vont avoir tendance à dessécher. Mais se dire que voilà, plutôt que de tondre, on va mettre en place des toutes petites plantes hein, qui vont pas être très très hautes, des petits couvre-sols qu'on n'aura pas besoin de tondre. Et du coup, si on n'a pas besoin de les tondre, on ne génère pas de déchets dans ces espaces qui, du coup ne sont plus entretenus. Donc le choix du végétal, ça peut également être important dans les massifs pour ne plus générer de déchets. C'est-à-dire que aujourd'hui,
les fleurs annuelles, vont avoir tendance à générer également elles-mêmes des déchets. C'est-à-dire que lorsqu'on va renouveler nos plantes annuelles dans des massifs ou dans des jardinières, on les déplante et on les jette à la poubelle. Donc à ce moment-là, ça va augmenter la quantité de déchets. Donc se dire que on passe à des plantes pérennes dans les massifs va faire qu'on va générer moins de déchets dans la gestion de ces massifs-là. Donc on limite le végétal jetable, entre guillemets, au profit des plantes vivaces qui vont être renouvelées moins souvent et qui vont permettre d'être valorisées également en les divisant, en les remettant ailleurs, etc. Limiter les plantations hors sol, ça peut également être une solution pour limiter la quantité de déchets, c'est-à-dire que voilà, plutôt que de mettre 5 jardinières à un endroit, on va passer à 4 ou 3. L'espace sera quand même embelli. Attention, je dis pas qu'il faut arrêter toutes les jardinières partout, mais limiter le nombre de hors sol, ça permet de limiter le nombre de plantes annuelles qu'on va jeter. Ou alors, bah voilà, on peut passer aux vivaces dans les jardinières, aux plantes pluriannuelles, à mettre des bulbes, etc. Donc voilà, le choix du végétal, on va vers du végétal plus pérenne plutôt que du végétal qu'on doit changer une fois par an, 2 fois par an ou plus, quoi. Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur ces sujets-là? Oui, j'ai une remarque Oui. de la part de l'aglo de Chaumont, si je ne dis pas de bêtises, qui nous dit, je suis allée à Paysalia et on m'a informé qu'il va y avoir une réglementation sur le mulching et qu'il faudra ramasser l'herbe obligatoirement. Alors, je ne sais pas si tu as des infos à ce sujet ou pas. Alors, pas du tout, je n'ai pas d'infos. Par contre, je vais chercher, ouais. Et puis, on pourra vous joindre les Ouais, ouais. informations qu'on a suite à nos recherches, si on a un texte de loi ou un projet de loi à vous fournir, on Oui, tout reviendra à vers vous fait. comme on a vos adresses mail. Ouais, parce que là, je n'ai effectivement pas entendu parler de cette évolution réglementaire. Je suis au courant pour les engrais, effectivement, depuis plusieurs années où c'est dans les tuyaux, mais pour le mulching, pas du tout, donc je chercherai. Merci pour cette info, en tout cas. Et sinon, pas d'autres questions pour le moment. Ok, eh ben je continue, j'enchaîne donc avec le broyage, hein, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc la problématique des tas de branches, c'est que c'est volumineux. Donc c'est saisonnier, effectivement, c'est surtout en hiver, mais c'est volumineux. Donc l'idée, ça va être de broyer ces végétaux pour réduire la quantité et faciliter la gestion de ce type de déchets. Alors comment faire? Eh bien, à l'aide de broyeurs de végétaux. Le choix du bon matériel est absolument primordial, et là, on insiste souvent là-dessus. Quels sont les critères de choix et les limites du matériel? Et plusieurs critères de choix, hein. Le prix, bien entendu. En tant que commune, on n'a pas forcément des budgets qui sont extensibles, donc voilà, il y a un critère de prix à prendre en compte. Mais il y a également et surtout le critère pour moi le plus important, c'est le diamètre des branches à broyer. C'est-à-dire que si vous utilisez un tout petit broyeur comme la photo à gauche pour aller broyer des branches qui sont grosses comme le bras, le petit broyeur va littéralement exploser. Donc là, il faut vraiment avoir conscience des limites du matériel, hein. S'il est indiqué dans la fiche technique que le broyeur peut broyer des branches de 3 cm maximum, ça sert à rien d'en mettre une de 4 cm. Donc ça, c'est vraiment le critère important, c'est de savoir le type de matériel dont vous avez besoin pour avoir un matériel qui va répondre à ces besoins, effectivement. La facilité de manipulation également, hein. Est-ce qu'il y a besoin d'être tout seul? Est-ce qu'il y a des sécurités? Bon, il y a toujours des sécurités, hein, sur ce type de matériel pour éviter les accidents. Mais voilà, ce sont des critères à prendre en compte pour avoir le matériel le plus adapté à vos besoins. Donc il peut exister des subventions, hein, pour l'achat de broyeurs, notamment donc lorsqu'on fait des études sur la mise en place de gestion différenciée dans les communes, donc plan de gestion. Il peut y avoir encore des subventions de la part de la région pour l'achat de matériel et pour l'achat enfin, pour l'étude.
Donc voilà. Et puis il peut y avoir également d'autres subventions. Je pourrais également transmettre des éléments à ce sujet si vous le souhaitez. Donc voilà, la première enfin, la première solution face à à ce problème de branche, c'est le broyage. Mais il y a également la solution qui est de réduire à la source le volume de branches qu'on va créer en limitant la taille des végétaux. Alors pour ça, comment faire? Ça va se passer lors du choix des végétaux qu'on va planter, de limiter les espèces à croissance rapide. C'est-à-dire qu'on a des végétaux, on sait très bien que d'une année sur l'autre, ils vont nous faire des pousses de 2 mètres de long. Et bah, si on n'a pas planté le végétal au bon endroit, il va falloir qu'on intervienne pour tailler parce que bah, ça n'arrête pas. Et on a des végétaux qui vont pousser beaucoup plus lentement. Donc l'idée, c'est plutôt de s'orienter vers ces végétaux qui vont croître lentement pour limiter le nombre de tailles et donc limiter le volume de déchets qu'on va récupérer chaque année. Préférer une haie libre à une haie taillée, effectivement, la haie de droite, on peut la laisser libre sans la tailler, hein, parce qu'elle est installée au bon endroit, c'est-à-dire qu'elle a la place de s'épanouir. Et bah, ça a été réfléchi, voilà, pour avoir un potentiel d'épanouissement important du végétal. Une haie taillée, on va avoir trop tendance à y aller régulièrement, hein, donc plusieurs fois par an, et bah, ça génère énormément de déchets, et ça n'a pas grand-chose de naturel d'avoir un végétal aussi taillé que ça. Donc que ce soit une taille au taille-haie, au sécateur, on essaie voilà, de limiter la taille au maximum. Donc, c'est quoi une bonne haie dont on va limiter la taille? Ça va être une alternance de feuillages caducs et persistants, donc caducs qui vont tomber et persistants qui vont rester en hiver hein, pour les feuilles. On peut alterner aussi les arbustes épineux, fruitiers, favoriser les essences locales. Et l'idée, c'est d'avoir une haie bien entretenue, hein, donc avec une taille douce, voire un recépage sélectif. Alors, c'est quoi un recépage? Ça va être le fait de couper la plante au collet, donc en bas hein, de la plante, et la plante va repartir du coup du pied. Et c'est une technique d'entretien qui permet d'avoir un végétal toujours jeune, entre guillemets, hein, puisque bah, au fur et à mesure qu'on a beaucoup de branches qui vieillissent, on les recoupe et on a du jeune végétal qui va repartir. Donc ça limite le fait d'avoir des gros troncs, etc. Donc ça, c'est possible pour des haies champêtres. Et une haie champêtre, il faut avoir en tête que c'est également l'ensemble des taxons, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des arbres, on va avoir des arbustes hauts, on va avoir des arbustes bas et on va également avoir des végétaux dits de bourrage qui vont permettre de prendre la place un petit peu partout, des couvre-sols, sur les troncs, etc. Donc voilà, tout ça, ça nous permet de réduire le volume des déchets en limitant la taille des végétaux. Après, on peut également se dire, enfin se demander, se poser la question, est-ce que c'est vraiment un déchet ou est-ce qu'on peut le valoriser, ce déchet? Donc, est-ce qu'on peut valoriser? Donc, on a deux types de déchets, hein. Donc, les déchets bruts dans un premier temps, donc ils sont utilisés tels qu'ils sont lors de leur production. C'est-à-dire que, voilà, vous avez un déchet vert qui va être tel qu'il est quand il sort, on l'utilise, on peut l'utiliser comme ça. Donc, de quoi on parle? Les feuilles mortes, les tontes et les branches. On peut utiliser tout ça de façon brute, c'est-à-dire sans aucun traitement. Donc les feuilles mortes, qu'est-ce qu'on peut en faire? Du paillage. Selon la variété de l'arbre, les feuilles vont être plus ou moins longues à se décomposer. Les feuilles de platane vont être plus épaisses et plus résistantes. Elles vont se dégrader plus lentement qu'une feuille de charme. Donc un paillage de feuilles mortes, ça va durer entre 3 mois et 1 an selon l'épaisseur et selon le type de feuille que vous allez mettre en paillage. Donc le paillage, c'est quoi? Donc le rôle d'un paillage, hein, protection du sol contre les intempéries, donc que ce soit les excès de chaleur ou les excès de froid, limiter la levée de dormance des graines dans le sol, limiter les opérations de désherbage, enrichissement du sol par la dégradation de la matière organique et libération d'éléments nutritifs dans le sol. Donc on améliore
la vie de notre sol et donc les éléments minéraux assimilables par les plantes. On protège le sol, donc on évite le tassement, le lessivage. On améliore la rétention en eau dans le sol. Et donc ça, c'est valable pour tous les paillages organiques qui vont se décomposer. Donc les feuilles mortes, on peut les utiliser directement sur place, c'est-à-dire là où elles tombent, ou les récupérer et les exporter pour les remettre ailleurs. Alors, dans quel cas ça peut être intéressant de ramasser et d'exporter pour remettre ailleurs sur les espaces qui vont nécessiter de ne pas avoir de feuilles mortes, hein, c'est-à-dire pour des raisons de sécurité. Je pense notamment aux trottoirs, aux pistes cyclables. Donc à ce moment-là, donc on va récupérer les feuilles mortes et on peut se dire qu'on les exporte pour les réutiliser ailleurs, donc dans un parc par exemple, au pied d'une haie, dans des massifs, etc. Donc à ce moment-là, on récupère et on va remettre les feuilles mortes donc au pied des massifs pour en faire un paillage et ça permet de les valoriser et de les restituer à la terre en fait. Donc les tontes à utiliser pareil directement sur place ou à exporter puis à remettre ailleurs. Donc une tonte effectivement quand on dit à utiliser directement sur place, ça peut être de récupérer donc avec les paniers de tonte et d'aller les mettre directement au pied des haies lorsque c'est possible ou dans les massifs. Ou alors on exporte l'ensemble des tontes d'un espace et on va les réutiliser ailleurs dans un autre parc, dans un autre endroit. Précaution hyper importante à avoir en tête avant la réutilisation des tontes, c'est que les tontes, ça chauffe très très fort et ça peut brûler le collet des plantes lorsqu'on met une épaisseur trop importante directement au pied des végétaux. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est de faire sécher auparavant les tontes avant de les réutiliser. Donc, on préconise entre 24 et 48 heures de séchage avant réutilisation. Donc, vous étalez l'herbe quelque part, elle va chauffer, sécher, et à ce moment-là, une fois que le pic de température est passé, vous pouvez récupérer la tonte qui est du coup plus sèche et l'installer dans les massifs. Et à ce moment-là, il n'y a plus de risque de brûler les végétaux. Donc les déchets de taille, on peut également les réutiliser tels qu'ils sont, c'est-à-dire des grandes branches qu'on va récupérer après avoir taillé nos arbustes pour en faire ce qu'on appelle des haies sèches. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de taille supplémentaire après la taille de l'arbre ou de l'arbuste. C'est-à-dire que vous allez élaguer votre arbre, vous allez couper les branches en taille douce sur votre arbuste et vos branches entières, vous pouvez les réutiliser telles quelles. Il n'y a pas d'autre traitement à faire, il n'y a pas besoin de broyer ou quoi que ce soit. Donc, comment on fait cela? Donc, ça nous permet, bah déjà, oui, ça nous permet de valoriser donc des branches de petits, moyens et gros diamètres. Et l'avantage de ces haies sèches, c'est qu'on peut les commencer une année, mais également les continuer tout au long de l'année, voire sur plusieurs années. C'est-à-dire que vous allez commencer avec peut-être 10 mètres ou 50 mètres de long, et puis bah, on peut en faire, on peut rajouter des mètres et des mètres d'année en année. Donc, comment on procède? C'est vrai que c'est bon, j'ai oublié de le dire. C'est un support pour la biodiversité également, hein, puisqu'on dit que c'est une haie sèche avec du bois mort, mais au final, dans ce bois mort, vous allez accueillir des insectes qui vont dégrader le bois, hein, qui vont manger. Donc, des insectes qui vont manger le bois, on appelle ça des xylophages, des lignivores. Voilà, c'est une réserve de nourriture pour tous ces insectes-là. Et bah, s'il y a des insectes, il va y avoir des oiseaux, il va y avoir voilà, un foisonnement de vie qui va se remettre en place autour de ces haies sèches. Donc, comment on crée une haie sèche? Donc, on va déjà commencer par des poteaux verticaux, voilà, qu'on va enfoncer dans le sol. Et ensuite, on va mettre nos déchets au milieu de ces deux poteaux ou alors en tressant les végétaux autour de nos poteaux verticaux. Donc voilà, deux possibilités. Soit on ne tresse pas, mais on met au milieu. Et l'idée, voilà, c'est qu'on va monter en hauteur pour faire une haie bah, d'une hauteur plus ou moins importante selon ce que vous souhaitez. Il est possible de faire des toutes petites haies sèches
voilà, de 30-40 cm, ou alors de monter à 1,50 m si vous le souhaitez. Donc tout ça, c'est vraiment au bon vouloir de chacun, en fonction de la place qui est disponible. On a la possibilité de s'amuser avec nos espaces verts pour gérer nos déchets. Donc voilà. Il y a également possibilité de faire des refuges pour la biodiversité avec des tas de bois. Donc là, on peut valoriser le bois de différentes essences, bien entendu. Utiliser des branches de différents diamètres. Mettre une face exposée au soleil. Et puis voilà, on peut faire des tas de bois et à ce moment-là, bah, ça deviendra un peu comme les haies sèches, c'est-à-dire que ça deviendra un refuge pour les petites bêtes, hein. Donc les insectes vont venir dégrader le bois. Et puis bah, vous allez avoir tout un tas d'oiseaux, des pics notamment, qui vont être attirés par tous les insectes qui vont trouver refuge dans ces déchets. Donc, on peut également faire ce qu'on appelle des caveaux à insectes. Donc là, ça peut être l'idée de faire le même principe que précédemment, donc c'est-à-dire des tas de bois, mais enterrés dans le sol. Et à ce moment-là, on va avoir d'autres types d'insectes qui vont y arriver. Donc, ça sera toujours des insectes xylophages. Et l'idée, voilà, ça va être de valoriser donc des branches comme ça. Donc, soit on les met à même le sol, soit on les enterre un petit peu. Mais ça permet bah, de trouver tout un tas d'insectes, donc notamment des gros vers blancs, donc de différents types d'insectes, hein, des capricornes, etc., qui vont le dégrader et qui vont trouver un hôtel-restaurant sympathique pour eux. Donc on a vu ce qu'on pouvait faire avec les déchets bruts. On va voir maintenant ce qu'on peut faire avec les déchets transformés. Donc ce sont des déchets qui vont changer d'état par rapport à leur état initial quand on les a produits en tant que déchets. Donc voilà, ils changent d'état ou alors ils sont mis ensemble pour faire une nouvelle matière. Donc je pense à quoi notamment dans ces déchets transformés? Je vais penser donc au broyat de bois, effectivement, on avait des branches, on les a broyées, on peut les utiliser en paillage et il va y avoir une décomposition plus ou moins rapide selon le bois, selon sa richesse en eau et selon la finesse du paillage qui va être produit. Et un autre déchet qui va être transformé, c'est le compost, bien entendu. Donc, il se définit comme le produit issu de la décomposition de matière organique en présence d'air, d'eau par des êtres vivants dans des conditions d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire du compost, il faut un certain équilibre entre donc deux types de déchets, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, les déchets verts riches en azote et les déchets bruns riches en carbone. Donc, il faut un équilibre entre les deux. Il faut des êtres vivants parce que ce sont les êtres vivants qui vont se charger de décomposer tout ça pour faire le compost. Et il faut bien entendu de l'air et de l'eau. Donc de l'eau, bah, il y en a dans les végétaux qui vont se décomposer, donc pas de souci. Et de l'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aérer et brasser pour avoir un compost qui va se faire dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'air du tout, on part dans un processus anaérobie, donc de méthanisation, et à ce moment-là, vous n'aurez jamais du compost. Donc le compost, voilà, c'est vraiment un déchet, enfin c'est vraiment une valorisation de déchets par ce processus de transformation. Donc le compost, c'est un amendement du sol, c'est donc bénéfique à la vie du sol et ça rend assimilable des éléments minéraux par les plantes. Mais voilà, c'est pas directement un engrais, c'est quelque chose qui va améliorer le sol avant d'être directement bénéfique pour les plantes. Pour avoir un compost équilibré, alors il y a deux rapports possibles. Soit 2 tiers de vert, 1 tiers de brun. Donc voilà, il faut pas plus de vert, sinon on part dans quelque chose de déséquilibré. Ou alors moitié-moitié. Donc moitié vert, moitié brun. Mais on est sur ces rapports-là. Vous aurez toujours ces deux rapports qui reviennent. Et ça permet donc l'avantage de valoriser l'ensemble des déchets produits dans une commune, c'est-à-dire les déchets de tonte, les déchets d'élagage. Lorsqu'on mélange ces deux types de déchets, vous allez avoir du coup une vraie ressource qui va ressortir, donc c'est le compost.
Et enfin, là, je vais aborder la dernière partie de ce webinaire. Ça va être les lieux de valorisation avec les problématiques réglementaires qui vont se poser sur ces déchets verts. Donc, on parle de lieux de valorisation, donc avec notamment le compostage. On va voir donc la réglementation inhérente aux plateformes de stockage. Donc, la réglementation, elle va dépendre de ce qui va être fait sur cette plateforme de stockage et du type de déchets également qu'on va rencontrer. Donc, il y a une réglementation spécifique si c'est uniquement du stockage de déchets verts ou alors si on a de la valorisation de déchets verts, donc sous forme de compostage ou de broyat. Et enfin, la réglementation va dépendre des tonnages ou des cubages entreposés et ou traités. Donc, plusieurs textes vont intervenir. Donc, un décret de 2009, les rubriques des installations classées pour l'environnement, des arrêtés d'octobre 2011, et enfin le règlement sanitaire départemental. Donc, je vais vous présenter grosso modo les grandes lignes de cette réglementation. On ne va pas trop aller dans le détail non plus. Mais voilà, ça permet de donner des idées. Donc, pour les plateformes de stockage, donc le stockage en vue de réaliser du compostage. Donc là, on est sur le règlement sanitaire départemental. Donc, c'est toujours l'article 158 de ce règlement sanitaire. Et on nous dit que les dépôts de plus de 5 mètres cubes doivent respecter un certain nombre de points réglementaires. Donc, ils doivent être à 35 mètres des puits, forages, sources, etc. 200 mètres de tout immeuble habité. 5 mètres de voie de communication et il doit y avoir un volume max par tas de 2000 mètres cubes et une hauteur max de 2 mètres. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire un tas immense en hauteur, il faut que ça fasse 2 mètres de haut. Et enfin, vous n'avez le droit qu'à 1 an de stockage au maximum. Alors, bon, moi, je sais pas ce qu'il me fait, il me l'a mis 2 fois. C'est pas grave. Euh, pour le stockage en vue de réaliser du compostage, là on va passer au règlement des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc là on arrive sur des choses vraiment beaucoup plus importantes et vous allez avoir plusieurs types d'ICPE donc qui vont être différentes en fonction des types de déchets stockés. Donc là je ne vais pas forcément rentrer dans le détail tout de suite parce que je vais faire le détail après. Donc vous avez la rubrique 2714 pour les installations de transit, regroupement, tri et enfin, préparation en vue de réutilisation des déchets non dangereux de papier, carton, plastique, etc. Et là, en fait, on nous dit que que les ICPE vont être donc classés lorsque le volume va être supérieur ou égal à 1000 mètres cubes donc à ce moment-là, vous avez un enregistrement, donc vous êtes au régime d'enregistrement des ICPE. Et si vous êtes supérieur ou égal à 100 mètres cubes mais inférieur à 1000 mètres cubes, vous êtes simplement soumis à déclaration. Mais on est quand même sur des volumes qui sont très importants et qui généralement ne concernent pas les collectivités. Après, vous avez la rubrique 2716, donc transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux, non inertes. Et là, on est sur les mêmes volumes que précédemment. Donc supérieur à 1000 mètres cubes pour être enregistré et entre 100 et 1000 mètres cubes pour être soumis à déclaration uniquement. Pour les installations de broyage de déchets végétaux non dangereux, il faut avoir une quantité de déchets traités supérieure ou égale à 30 tonnes par jour pour être enregistré et entre 5 tonnes et 30 tonnes pour être soumis à déclaration. Donc là, c'est pareil. Pour faire 5 tonnes par jour, faut déjà y aller. Enfin, vous avez une réglementation pour les ICPE, donc 2260, donc broyage, concassage, criblage des substances végétales et tout produit organique naturel. Et là, ça va dépendre de la puissance des machines qui vont être utilisées. En fonction, voilà, de la puissance, vous allez être soumis à enregistrement ou à déclaration. Mais là encore, on est sur des choses qui sont assez importantes. Donc, pour les plateformes de compostage de déchets non dangereux ou de matières végétales, donc pour être soumis à autorisation
Il faut avoir un volume de matière traitée supérieur ou égal à 75 tonnes par jour. Entre 30 tonnes et 75 tonnes, vous êtes soumis à enregistrement. Et entre 3 tonnes et 30 tonnes par jour, vous êtes soumis à déclaration. Donc voilà, on a quand même un gap entre la réglementation du règlement sanitaire départemental, qui est plutôt pour les petits tas de déchets verts, et pour les ICPE, on est vraiment sur quelque chose de gigantesque, qui en général dépasse les quantités qui sont produites par les collectivités. Donc voilà pour ça. Pour le compostage d'autres déchets, voilà, on est également, enfin, on est également sur la quantité de 75 tonnes par jour, donc plus ou moins, mais c'est vraiment assez important. Et quelque chose dont on n'a pas, enfin, que je n'ai pas encore abordé, c'est le brûlage dans tout ça, hein, le brûlage des déchets verts. Donc il est bon de le rappeler, ce brûlage, il est interdit. Le texte concerné, donc c'est un article du Code de l'environnement qui stipule hein, très clairement, afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus du jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipement ou matériel extérieur. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas le droit de prendre le tas de branches et de le brûler directement, ou alors de mettre les branches dans un incinérateur de jardin, vous n'avez pas le droit non plus. Et alors, qu'est-ce qu'on risque si on brûle? Donc, une amende de quatrième classe, donc 750 euros. Et que ce soit donc pour une personne physique de méconnaître l'interdiction et de le brûler, ou de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage. Vous n'avez même pas le droit de mettre un incinérateur à disposition de quelqu'un parce que vous-même, vous pouvez avoir cette amende qui vous est imposée. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il est important de savoir en tant que collectivité et pour lesquels on peut également communiquer à destination des particuliers parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup de particuliers, notamment dans les campagnes, qui font encore des petits feux de déchets verts. Donc ça peut être intéressant de leur expliquer ce qu'on risque et puis de leur expliquer aussi que c'est responsable d'un certain nombre de pollutions, notamment avec des particules fines et tout ça, et qu'il y a possibilité de gérer les déchets verts autrement. Alors le mot de la fin, c'est quoi? On va essayer d'appliquer une maxime enfin, dont on parle pour tout déchet, et on va vraiment l'appliquer aux déchets verts, hein. Donc le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas. Il est primordial donc de réfléchir à cet aspect au sujet des déchets verts. Voilà, plutôt que de se dire j'ai des déchets verts, comment je peux faire pour les valoriser, les utiliser? Eh ben, on va réfléchir à ne pas les produire directement parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, on va faire en sorte d'avoir ce schéma de prévention des déchets. Donc, le premier qui est tout en haut et qu'on doit faire, donc prévention. Voilà, faire en sorte de ne pas créer les déchets. En deuxième, réutilisation. En troisième, recyclage, valorisation de la matière. Autre valorisation, dons énergétiques. Et enfin, le dernier volet des déchets, donc c'est l'élimination. Mais pour les déchets verts, normalement, on n'arrive pas à ça, puisqu'il y a vraiment possibilité de les réutiliser avant. Et enfin, je vais parler pour conclure d'une association qui existe, hein, qui est le RCC Grand Est, donc le réseau Compost Citoyen, dont l'objectif est vraiment de promouvoir la réduction et la valorisation des biodéchets. Donc, ils vont traiter les sujets donc biodéchets, donc restes alimentaires et déchets verts. Et l'idée, ça va être vraiment de faire de la prévention pour éviter les déchets, donc concevoir un jardin facile à entretenir. Donc voilà, pour aller dans ces sujets de déchets verts, eux aussi poussent vers la conception d'un jardin facile à entretenir avec des essences adaptées pour limiter la production de déchets. Et enfin, voilà, si la prévention ne fonctionne pas, ils vont aller vers des gestions de proximité, de valorisation sur site des déchets produits. Donc compostage domestique, compostage en établissement, paillage, tonte, mulching et sèche, stockage en tas. Donc tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, ce sont des actions qui sont également promues par le réseau Compost Citoyen Grand Est.
Et voilà, l'idée donc c'est de rassembler et d'accompagner les acteurs engagés dans les actions à l'échelle du Grand Est et de les représenter. Et le réseau, donc, s'est fixé pour mission donc d'informer le grand public, d'outiller et de fédérer les adhérents et de mobiliser par différents outils, donc des webinaires, des lettres d'info, des fiches pratiques. Donc voilà, nous, en tant que Fredon, on fait partie de ce réseau Compose Citoyen. Donc là, vous assistez à un webinaire Fredon, mais le RCC fait également des webinaires sur ces thématiques-là. Donc on se rejoint totalement dans ces sujets de gestion de déchets verts. Voilà, il est 11 heures, j'en ai terminé, donc je vais laisser la parole à Aurélie pour les questions. Et puis, bah, je vais vous laisser sur mes coordonnées afin que vous puissiez prendre contact avec moi si vous le souhaitez. Merci Charlotte. Justement, j'ai une question de M. Bernard qui demande si on a des données chiffrées sur les volumes moyens des déchets verts produits par les collectivités. Est-ce que tu sais s'il y a un endroit où on peut avoir des Euh, ressources? alors, je sais que l'ADEME fait de Oui, nombreux guides et tout ça, donc il doit y avoir des chiffres. Je les ai pas en tête malheureusement. Mais il y a des chiffres, enfin, il y a des guides qui existent avec les chiffres. Je peux me le noter également pour chercher. je vous mets le lien du site de l'ADEME Euh, avec la page dédiée à la réduction et à la valorisation des déchets. Vous pourrez sûrement trouver des informations dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez réactiver vos micros pour les poser de vive voix, c'est avec grand plaisir. Hop. Alors, pour le moment, je ne vois rien. Ben, c'est que c'était très clair dans ce cas. Tant mieux alors. Hop. Je vais vous copier-coller l'adresse mail de Charlotte si vous ne voulez pas la recopier à la main. Comme ça, il vous suffit de faire un copier-coller si vous souhaitez revenir vers elle. De toute façon, on mettra le replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous l'aurez à disposition pour revisionner à votre guise cette heure de webinaire. N'hésitez pas également à la transmettre à toute personne qui pourrait être intéressée par le sujet. Et puis, en cas de questions qui vous viendraient ben, un petit peu plus tard, à froid, après les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas, Charlotte restera disponible pour vous répondre et vous envoyer de la documentation si nécessaire. Bah, je pense, Charlotte, qu'on va pouvoir clôturer, Eh parce que bien, je tout à vois qu'il fait. n'y a pas Merci à d'autres tous et puis bah, questions. je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et d'excellentes fêtes de fin d'année.